Patrick Richman, du coup. Oui, ben, je suis en train de rentrer en contact avec elle pour intervenir sur le parcours justement d'intégration, pour animer un webinaire. Oui, parce qu'elle est civile. Elle est personnel civil. Oui, bon, on accepte des militaires aussi. Sur ces sujets-là, souvent, ils en parlent mieux que les civils. Vous êtes en apprentissage, en stage ou vous êtes... Ah oui, jeunesse. Ok, C'est entre le stage excellent. Et donc, vous assistez Patrick dans la création de jeux, ce genre de choses? on a créé un jeu dans le cadre du BDSF, donc Moldova. Ça va être très facile, c'est dans le plan, donc on va mal jouer, donc c'est ça des règles sur lesquelles Wargame l'aide l'assistant. On est sur un trou là. Hein, je pensais pas faire le plein avec mon sujet. Non, mais par contre. On va démarrer. Oui. Je vais laisser Patrick finir sa prospection. Merci Patrick de tous ces efforts. Bonjour à tous, je suis Stéphane Folzer, je travaille au centre de formation de la Défense à Bourges. Je suis directeur de la stratégie pédagogique et de l'innovation de formation. Juste avant, j'ai dirigé l'Académie du numérique de la Défense, où on a déployé un certain nombre d'innovations pédagogiques que j'essaye aujourd'hui de passer à l'échelle au niveau du centre de formation de la Défense, non plus seulement sur le métier du numérique, mais sur tous les métiers auxquels le forme le ministère des Armées, enfin plutôt les métiers quand même civils, hein, très clairement, on ne va pas sur le domaine opérationnel. Donc le colonel de gendarmerie avant parlait de wargaming civil. Moi, je vais encore redescendre d'un cran. Moi, je suis plutôt sur le civil gaming. Je vais essayer de vous raconter ce qu'on a déployé au sein du centre de formation de la Défense sur un nouveau parcours de formation, d'intégration du personnel civil au sein du ministère des Armées. Donc tous les nouveaux arrivants du ministère suivent dorénavant ce parcours. Alors historiquement, on avait un format plutôt classique, c'est-à-dire que quel que soit votre statut, votre voie de recrutement, eh bien, vous suiviez le même dispositif monolithique. Vous mangiez un paquet de conférences sur les finances publiques, sur le statut des RH, ce genre de choses passionnantes. Et on voulait vous fidéliser avec ça, vous démontrer toute la richesse du ministère. Et donc la commande que nous a passée le directeur des ressources humaines du ministère, c'est de transformer ce parcours de formation pour le rendre beaucoup plus interactif, participatif, engageant. Et donc, on l'a articulé en différents temps, de manière hybride, et on a essayé de varier au maximum les modalités pédagogiques pour les adapter à chaque séquence du parcours. Donc le centre de formation de la Défense, c'est à peu près 1500 stages de formation différents, de la formation continue, de la formation statutaire, de la formation réglementaire. Et dans le cadre de la formation statutaire, il y a ce fameux parcours, ce parcours d'intégration des nouveaux arrivants personnels civils. Vous voyez qu'au total, c'est plusieurs milliers d'agents civils qui passent chaque année à Bourges au centre de formation de la Défense. Mince, il manque une... Alors, Pavlov, pour moi, c'est là. Voilà. Il manque un trait, je ne sais pas pourquoi ce trait ne figure pas. Imaginez un trait entre les cercles, un parcours, qui va mobiliser différentes modalités. On cherche à mettre en place un continuum d'apprentissage, en fait, entre le moment où l'agent
prend son poste et le moment où il se considère intégré au sein du ministère. On commence par une séquence de e-learning sur les questions des valeurs de la République, des valeurs du ministère, des questions un peu statutaires également. Et donc ça, c'est une partie du parcours qui est bien sûr disponible à la demande quand c'est le meilleur moment pour l'apprenant, et quelle que soit la catégorie de l'agent, A, B ou C. Ça parle à tout le monde, cadre, non cadre. Donc cadre, c'est à peu près 1200 personnels qu'on recrute chaque année au sein du ministère. Cadre et non cadre, c'est 5500. Donc vous voyez, ça représente une volumétrie quand même assez importante à faire passer chaque année. C'est une des difficultés qu'on a de mise en œuvre du parcours dès qu'on cherche à sortir des formats descendants et à être interactif. Parce que ça demande des taux d'encadrement conséquents. Et donc c'est pas très facile à organiser, en fait. C'est une vraie contrainte. Ensuite, pour les seuls personnels de catégorie A, donc à peu près 1200 agents par an, un séminaire présentiel de 3 jours, que je vais vous détailler dans un moment. C'est ça le cœur, en fait, de ma présentation aujourd'hui. C'est là où on déploie le plus de jeux sérieux et d'ateliers interactifs. Et puis ensuite, ça ne s'arrête pas à ce parcours présentiel. L'ensemble des nouveaux arrivants rejoint une communauté apprenante et d'intégration dans laquelle ils vont continuer à travailler, à se poser des questions entre pairs. Ils vont découvrir ensemble le ministère. On va essayer d'identifier dans cette communauté des ambassadeurs qui vont pouvoir devenir des relais d'autres sessions ultérieures. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va organiser plus exactement, parce que cette partie-là, on ne l'a pas encore mis en place, des webinaires thématiques sur des sujets d'actualité de défense qui vont alterner avec des sujets plus institutionnels pour que chaque grande direction du ministère puisse se présenter et montrer la diversité, la richesse du ministère en termes de parcours professionnel, de missions, de métiers. Parce que l'idée, très clairement, c'est de fidéliser notamment les jeunes générations qui sont clairement plus volatiles que les précédentes. Et l'idée, c'est que dès qu'ils arrivent, ils comprennent bien qu'ils ont un parcours extrêmement riche. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire vivre, en fait. C'est ça la difficulté. Voilà pour globalement le parcours. Alors, si on se focalise sur les 3 jours de présentiel. Donc, je vous l'ai dit, on a une partie e-learning sur laquelle je ne reviens pas parce qu'aujourd'hui, par rapport au sujet du jeu sérieux, c'est ni ludifié ni très interactif. Il y a un forum de discussion qui est proposé pour proposer de l'échange, mais ça ne va pas plus loin que ça, ce n'est pas plus innovant que ça. Ensuite, en revanche, sur les 3 jours qui suivent, on a essayé de vraiment mettre en œuvre un maximum, et on n'est pas du tout satisfait aujourd'hui encore du résultat, hein, on est vraiment en amélioration continue. C'est un parcours qu'on a lancé en juin 2024, le pilote, donc vous voyez, c'est encore récent, on est à la 6e session, il y en a à peu près une par mois. Donc, une première journée qui commence par des ateliers plutôt courts, que je vais vous détailler les uns après les autres, de façon tournante, puisque, je vous le disais, une des difficultés qu'on a, c'est la taille de la promotion. 120 apprenants au maximum, parfois 100, mais rarement moins. Donc ça donne, on peut pas les garder tous ensemble et être interactifs, c'est pas possible. Donc 3 ateliers qui se suivent, avec un premier tout de suite d'inclusion, où on va leur demander de travailler sur les valeurs du ministère et de choisir un nom de promotion. Un nom de promotion en sous-groupe qu'ils vont présenter, pitcher le lendemain soir devant tous les autres groupes avec un vote. Et puis, c'est à cette occasion-là qu'on les baptise. On baptise leur promotion. Ce qui renforce, de toute façon, on n'a pas inventé grand-chose là, hein, mais qui renforce quand même considérablement l'esprit de corps. Voilà. Et puis, un autre moment impactant du dispositif, c'est une représentation théâtrale, une lecture de Premier combat de Jean Moulin, pour
travailler sur l'esprit de défense, la résilience civile, sur qu'est-ce qu'un agent public en situation de crise peut être amené à faire pour contribuer à la résilience nationale. Voilà. Et puis ensuite, 4 ateliers pratiques, le 2e et le 3e jour, pour travailler soit sur l'esprit de défense, soit sur globalement les compétences à mobiliser pour un manager de demain, globalement. Ça va ? J'en viens au cœur du sujet, donc 3 jeux sérieux, et puis ensuite, si on a un peu de temps, si ça vous intéresse, les ateliers pratiques, je peux les passer rapidement, c'est moins dans le cœur du sujet, ça reste interactif, mais c'est moins ludifié que ces 3 premiers. Donc, le premier jeu qu'on propose sur la première journée, le premier des 3, c'est un jeu qui a été créé par 2 polytechniciens, Arnaud, et la société s'appelle Outil. Et donc c'est des ingénieurs de la systémique, et ce qu'ils ont inventé, c'est un boîtier qui contient des LED, et les LED changent de couleur selon comment on les agence. Les boîtiers sont aimantés les uns après les autres, et en fonction de comment on les colle les uns aux autres, ils changent de couleur. Et le but du jeu, c'est que tous prennent la même couleur. Et alors on peut jouer sur la couleur qui est demandée de retrouver. Et l'autre critère déterminant, c'est le nombre de briques qu'on veut mettre ensemble. Parce qu'évidemment, si vous voulez mettre 5 briques ensemble, c'est assez simple. Quand vous voulez en mettre 20 ensemble, c'est autrement plus compliqué. Donc là, on cherche à analyser, enfin à travailler sur 2 choses. La première, c'est sur l'intelligence collective complètement déstructurée ou qui suivrait une certaine approche méthodologique, une certaine réflexion de ce qu'on va faire ensemble. Et puis ensuite, avec un animateur qui se trouve systématiquement en position méta, qui laisse faire les apprenants et qui vient commenter, là, vous voyez, vous avez fait ça ou pas fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu. Et puis ensuite, de fil en aiguille, passer un certain nombre de messages sur comment on peut mieux collaborer ensemble. Premier angle, l'intelligence collective, la collaboration. Le deuxième angle d'analyse qui nous intéresse beaucoup, c'est celui justement du système organisé dans lequel ces nouveaux arrivants s'intègrent. Et c'est un système qui présente un certain nombre de singularités par rapport globalement à tous les autres environnements dans lesquels ils peuvent évoluer. La première chose, c'est qu'il y a des personnels civils, mais il y a encore beaucoup plus de personnel militaire. La deuxième chose, c'est qu'on peut travailler en temps de paix, mais en temps de guerre également. Donc une première façon de répondre à ça, c'était la pièce de théâtre. La deuxième façon, c'est de répondre à mettre ces briques ensemble, mais avec un timing donné. Et alors là, on les met en stress et on analyse en fait la réaction qu'ils vivent en fait. Et c'est ça qui est important. Ça a été dit par le colonel de gendarmerie avant. C'est de manière immersive, de vivre des expériences plutôt que de les lire sur une diapo. Et là, on les met en tension et on se rend compte que soit ils se sont préparés avant à la gestion de crise et ils gèrent ça très bien, soit ils pensaient avoir compris la situation, mais dès qu'ils se retrouvent dans un environnement différent, ça ne marche plus. Et là, on peut faire plein de travaux complémentaires, de réflexion sur ces sujets-là. Encore une fois, c'est un parcours d'intégration. L'idée, c'est de leur faire découvrir le ministère et la complexité d'une telle organisation. Ça va ? Premier atelier. Le deuxième, c'est un jeu qui a été créé en interne par une équipe du ministère des Armées qui travaille à la DTPM, la délégation à la performance et à la transformation ministérielle. C'est globalement l'agence conseil interne du ministère. Alors, quand elle a été créée, c'était plus une DSI de transformation numérique. Et de fil en aiguille, elle a étendu son offre de services pour travailler vraiment sur la transfo publique en général. Et il y a un pôle dans cette délégation, un pôle IMAC, innovation managériale et accompagnement au changement,
qui travaille notamment sur les postures managériales et l'accompagnement des nouveaux dispositifs. Ça veut dire l'intergénérationnel, ça veut dire l'hybride, hein, des gens en télétravail, d'autres en présentiel, gérer tout ça en même temps, des commandes de plus en plus courtes, des exigences de flexibilité toujours supérieures. Et donc là, l'idée, c'est un jeu de plateau. On joue à chaque fois, hein, à tous ces jeux. Le ratio apprenant-encadrant, c'est à peu près 1 pour 12 maximum. Hein. Donc c'est un jeu de plateau où on joue en équipe. Et l'idée, c'est, dans une situation managériale donnée, de discuter ensemble, d'échanger sur c'est quoi la posture, c'est quoi la priorité que je donne dans cette situation. Est-ce que la priorité, par exemple, c'est la performance du service? Est-ce que c'est la cohésion de l'équipe? Est-ce que c'est le respect d'un certain nombre de valeurs humaines? Par exemple, je pourrais décider de licencier quelqu'un, si son statut le permet, ou alors de maintenir l'intégralité, l'exhaustivité de l'équipe en faisant des concessions sur la performance. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de bonne réponse, mais l'intérêt, c'est d'échanger sur les différents axes possibles. Et bien sûr, au fur et à mesure, on parcourt le plateau, on marque des points pour mettre un peu de compétition là-dedans. C'est surtout un prétexte à réfléchir à des postures inconfortables, parce que c'est à chaque fois des situations un peu complexes où il n'y a pas de bonne réponse, enfin il n'y a pas de réponse idéale, quoi. Il y a un choix douloureux à faire à un moment ou à un autre. Et ça permet d'identifier là aussi, si on le souhaite, alors nous, ce n'est pas notre angle d'attaque, mais sur des cercles plus petits, on peut très bien imaginer, identifier là des profils de managers. Et dans un contexte de recrutement, identifier pour assurer l'homogénéité de l'équipe peut-être tel ou tel profil. Bon. Nous, on reste sur un positionnement plus ouvert, plus généralique. OK pour ça? Donc à chaque fois, chacun de ces jeux se joue à peu près en 1h15, 1h30, à tour de rôle, donc il passe à chaque fois dans des sous-groupes. Le troisième, vous le connaissez peut-être, qui connaît déjà la bataille de l'IA? Non, personne. Ça a été conçu par une association qui s'appelle Latitude, qui œuvre, pour faire court, dans le Tech for Good. En fait, ils ont commencé par un jeu qui s'appelle La bataille de la tech, dont l'objet, c'est de poser des questions éthiques sur les technologies. Et vu l'accélération de l'IA, notamment générative, ils en ont créé une déclinaison sur le seul domaine de l'intelligence artificielle. Sachant que pour le ministère des Armées, c'est un sujet qui est central en termes d'acculturation depuis maintenant 2 ans, et je pense encore pour les 5 ans qui viennent. On a surfé sur la vague, on ne pouvait pas trop se tromper sur le sujet. Donc on a travaillé avec cette association pour se faire accompagner, pour former des animateurs. L'idée, c'est toujours de ne pas rester en perfusion avec une société privée. C'est aussi rapidement que possible de réinternaliser en fait l'animation pour être autonome. Donc on a travaillé avec cette association pour former des animateurs certifiés. Ils ont un parcours de formation comme outil, la société au début. C'est des structures qui accordent de l'importance aux modalités pédagogiques. Et ils souhaitent ne pas diffuser leurs produits, comment dire, si l'usage n'est pas maîtrisé, quoi. Voilà. Et puis, on a travaillé avec eux. Donc l'atelier, globalement, c'est quoi? C'est de travailler sur des questions sur les enjeux de l'IA, de l'éthique, de son usage, sur les questions environnementales, sur les biais et cognitifs et les biais des données. Enfin, tout ça, on l'a vu, on l'a vécu. Quand on l'a lancé il y a 1 an, c'était encore un peu plus nouveau. Aujourd'hui, je pense que ça fait presque partie de la culture générale de tout le monde.
Et puis, bien sûr, une question supplémentaire pour le ministère des Armées, c'est la question régalienne, qui est que, à plus forte raison, pour un ministère comme le nôtre, il n'est pas question que nos données transitent dans des pays étrangers pour alimenter des bases de connaissances qu'on ne maîtrise pas. Donc ça se déroule en 3 temps, ce jeu. Premier temps qui peut servir d'icebreaker et qui permet de rentrer vite dans le sujet, c'est des cartes timeline. C'est des événements liés à l'IA. La reconnaissance faciale sur Facebook, c'était quelle année? C'est quand la première fois qu'on a parlé explicitement d'intelligence artificielle? Et donc vous avez un peu comme la fresque du climat, en classique, une timeline, et vous venez poser vos cartes là-dessus, et ensuite on les retourne, on regarde comment on s'est trompé. Bon, voilà, ça fait une ouverture. Ensuite, deuxième sujet, ils se mettent en sous-groupe pour travailler sur des sujets d'actualité. Ils discutent entre eux et ensuite ils débriefent sur des questions assez classiques, sur les usages de l'IA aujourd'hui. Troisième temps, on a travaillé avec l'association pour un scénario prospectif contextualisé Minarme, pour ne pas rester comme ça complètement éthéré sur des sujets. Parce que une des remarques qu'on avait souvent sur l'IA, c'est bien beau ton truc, mais on ne le verra jamais au Minarme, quoi. Donc voilà, on est sur des sujets Minarme. Typiquement, on a un outil en interne qui s'appelle Génial. Alors, c'est quoi le prix à payer? Est-ce qu'on va à l'état de l'art et donc une IA non souveraine, mais vraiment topissime, ou on accepte d'avoir un outil encore un peu en amélioration continue, qui évolue très vite, mais qui n'est pas encore complètement parfait, mais qui est bien au chaud chez nous? Voilà, ce genre de question. On a un autre cas d'usage qui est, vous imaginez que vous êtes un agent public, un fonctionnaire, parce que là on s'inscrit sur le temps long, c'est pas un contrat de 3 ans, c'est un fonctionnaire qui va globalement consacrer sa vie au service public. Et vous êtes dans un contexte où vous avez une IA hyper performante au niveau des RH, qui vous connaît mieux que vous-même, parce qu'elle a capté plein d'informations vous concernant, tout ça en parfaite sécurité. Ça, c'est pas une question. En revanche, la question, c'est la suivante. Soit vous cochez la case qui dit « Ok, je laisse l'IA gérer mon parcours professionnel et donc, un peu comme un personnel militaire, me laisser dire quelle sera ma prochaine affectation. Et dans ce cas-là, mes responsables, comme ça a été préconisé par l'IA, suivent ça, mais je laisse faire. Soit je suis pas rebelle, mais je veux garder ma liberté. Et à ce moment-là, je ne coche pas cette case-là. Je veux pouvoir choisir mon prochain poste, mais je sais que dans beaucoup de cas, en tout cas si les postes est demandé, je ne serai pas prioritaire pour l'avoir. Vous voyez, là c'est pareil, il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. L'idée, c'est d'échanger, de se projeter, de voir comment on peut prendre cette problématique-là, en fait. Voilà. C'est OK pour vous? Ça, c'était vraiment les 3 jeux sérieux qui occupent la première journée. Ensuite, la deuxième et troisième journée, ce sont donc des ateliers très interactifs, plutôt ludiques, de mise en situation, mais pas à proprement parler un jeu sérieux comme on l'a défini là. Donc dans les expériences immersives, la première, je vous l'ai dit, c'est cette représentation théâtrale avec un temps d'échange ensuite avec la troupe. Et on est en train de réfléchir à comment associer cette séance, cette représentation qui dure à peu près 1h15 avec un atelier pratique derrière. L'atelier pratique derrière, ce serait, ben voilà, vous avez vu ça, ça secoue quand même, parce que vous avez Jean Moulin sur scène qui en prend plein la tête. Et tout de suite derrière, l'idée c'est de dire, bon, comment en tant que civil vous arrivez à vous projeter et donner vraiment un travail de réflexion à faire dans la foulée. Pour l'instant, on n'a que la pièce de théâtre, mais je vous l'ai dit, le parcours est encore en amélioration continue. Et puis des ateliers de mise en situation. Donc le premier, c'est l'atelier de nom de promotion. Il travaille d'abord sur une valeur, la valeur qu'ils trouvent la plus structurante pour le ministère des Armées qu'ils viennent de rejoindre, encore une fois, ils sont dans une phase d'intégration. Une fois qu'ils ont cette valeur,
quelle est la personnalité qui, d'après eux, représente le mieux cette valeur. Militaire, civil, peu importe, aucune limite. Et donc le deuxième jour, à la fin de la deuxième journée, chacun des groupes pitch, et donc ils votent par îlot, avec, vous savez, la façon classique qu'on fait souvent dans les icebreakers, ils se déplacent. Ça aussi, c'est assez, voilà, c'est assez engageant. Et à l'issue, il y a toujours une brève qui sort dans les services de com internes du ministère pour dire voilà, la nouvelle promo est sortie, c'est telle personne, telle valeur. Voilà. Deuxième atelier de mise en situation. Alors là, c'est vraiment un dispositif hybride. Ils ont eu une séquence de e-learning d'1h30 sur une méthode de conduite de projet qu'on a récupérée au niveau de la Commission européenne et qu'on a fait traduire en français. Une méthode de gestion de projet libre, diffusée sous licence libre en Creative Commons, qui nous a permis en fait de l'adapter à notre sauce, comme on le souhaite. On en a fait une approche lean avec un canevas qui tient en une page 14 rubriques qui décrivent un projet. Tout ça, c'est expliqué en e-learning. Ensuite, ils ont 2 classes virtuelles inversées de 3 heures où ils mettent en pratique ce canevas. Et ensuite, quand ils viennent en présentiel au séminaire, ces acquis méthodologiques servent de base et ils ont un atelier sur comment on collabore en mode projet sans autorité hiérarchique. Et donc là, je ne vais pas dire c'est un jeu de plateau, mais c'est un jeu dans le sens où chaque participant a une petite fiche scénario. On a mis des choses trappes, ils n'ont pas tous les mêmes consignes, ils n'ont pas tous les mêmes rôles, ils changent de rôle, ils sont chefs de projet, ils sont autorités clientes et ce genre de choses. Et on les fait vivre en fait en une demi-journée les principales causes d'échec d'un projet, en tout cas les causes d'échec liées au collaboratif. Quand on se parle mal, quand il y a des ambiguïtés, quand il y a des choses qu'on n'est pas allé chercher, voilà, on part sur de mauvaises bases. Ensuite, un atelier de mise en situation sur la qualité du travail à l'ère du digital, où on va travailler sur le droit à la déconnexion, sur ce genre de choses, le technostress. On est constamment dans les boîtes mail qu'on n'arrive pas à vider, genre de choses. Bon, assez classique, mais ça nous semblait important quand même de traiter le sujet. Alors là, on le traite de façon constructive en disant voilà, ça c'est le constat, trouvez-nous des solutions. Alors, si en une demi-journée on pouvait trouver des solutions crédibles, on aurait réglé le problème depuis longtemps, mais au moins ils y réfléchissent et ils entrevoient des pistes. C'est pas quelque chose, c'est pas un mal irrémédiable. Hein. À l'échelle d'une équipe, on peut trouver des solutions sur ces questions-là. Un atelier ensuite de gestion de situations complexes où là, on va travailler sur le management intergénérationnel, les situations liées aux équipes hybrides, ce genre de choses. Et là encore, c'est des mises en situation, c'est pas de la théorie, quoi. Hein. Il y a un contexte et puis on les challenge sur cette situation-là. Et enfin, un atelier sur les valeurs de la République et la laïcité qu'on vient de complètement revoir pour mettre la laïcité au centre. On avait commencé par les autres valeurs de la République en laissant la laïcité qu'on sentait être le sujet central mais touchy. Et on ne voulait surtout pas traiter ce sujet-là avec légèreté. Et le sécuriser et donc avoir des intervenants parfaitement formés à ces questions-là, au cas où il y aurait des réactions de la part d'un apprenant qu'on aurait du mal à canaliser, quoi. Voilà. Donc là-dessus, eh bien c'est pareil. On passe un certain nombre de messages et ensuite ils les vivent. Et là, typiquement sur la laïcité, la question c'est c'est pas des croyances, c'est pas des analyses personnelles. Quand vous êtes agent public, il y a un certain nombre de textes, vous les appliquez, point. Voilà. Et les textes, ils sont pas nombreux, il y en a 5. Hein, voilà. Tout le reste, c'est l'interprétation personnelle. Vous pensez ce que vous voulez, mais ça n'a pas sa place en fait au boulot. Voilà. Égalité femmes-hommes, c'est pareil. Hein. On a
avec le harcèlement une cellule Thémis au sein du ministère pour accompagner ces situations-là, eh ben on promeut ça et on promeut le fait que non, c'est tolérance zéro, quoi. Voilà, il n'y a pas de première alerte. On sollicite tout de suite pour régler définitivement le truc. Voilà. L'opportunité de tous ces nouveaux arrivants, de les positionner dans un cadre dans lequel on espère qu'ils vont se retrouver. Et puis, une communauté apprenante, je vous l'ai dit, alors c'est quoi? Ah, il me manque la slide aussi. Ouais, je l'ai fait trop tôt ce matin. Globalement, vous imaginez... qui d'entre vous connaît Osmose, par exemple, au niveau interministériel? Non? Bon, oui, oui, capitaine. Donc, c'est une plateforme collaborative, très interactive, des fils de discussion façon Slack, des événements, des communautés, des contributions. On peut recommander du contenu, on crée du groupe, on crée du collectif, des échanges. Voilà. Et ce qu'on va expérimenter également dans les prochaines semaines, c'est du co-développement. Donc là aussi, très interactif et participatif. Donc le principe du co-développement, c'est des petits groupes de 7-8 personnes. Vous avez un client qui expose un problème et les 7 autres qui lui proposent des solutions, qui se placent comme des consultants. Et qui, à tour de rôle, bien sûr, change de rôle d'atelier en atelier. L'idée, c'est de travailler là aussi sur de l'apprentissage collaboratif, de travailler entre pairs sur ces questions-là et de voir comment, entre collègues, on peut trouver des solutions intelligentes sans soit escalader de façon excessive, soit quitter le ministère pour de mauvaises raisons. Voilà, essayer de trouver des solutions pragmatiques entre nous. Voilà dans les grandes lignes ce parcours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Capitaine Yves Offray, je suis de l'IRSEM et je viens de sortir actuellement là une étude sur les wargames dans la formation de l'officier. Et je voulais savoir, vous avez évoqué au début les chiffres du recrutement et vous avez présenté 3 jeux qui, quand on les regarde, en fait, ça n'a pas l'air dimensionné pour beaucoup de joueurs. Et je voulais savoir comment vous conceviez un peu les flux de formation par rapport au personnel que vous recrutiez. Alors on découpe autant qu'on peut. Là on a 10 sessions d'à peu près 120 personnes. Et sur ces 10 sessions, on découpe parce qu'on a à chaque fois, dès qu'on est en fait interactif, on a un taux d'encadrement important. Donc là typiquement, pour chacune des séances de cet atelier, par exemple, on va avoir 2 intervenants en parallèle. Donc ça fait 8 sous-groupes. Donc vous voyez à peu près une quinzaine et on arrive à faire passer 120 personnes comme ça. C'est mécaniquement la seule façon. Alors on a discuté avec Patrick Rutschmann de l'adaptation d'un jeu. J'aimerais beaucoup qu'on arrive aussi à les faire jouer en amphi, tous ensemble. Donc on s'est équipé de petites télécommandes, des quizbox qui permettent de faire ce genre de séquences interactives sans difficulté. Et là, on se heurte à des modalités, comment dire, il ne faut pas jouer pour jouer. Et donc, quand vous passez d'un groupe de 12 qui, en gros, est le maximum avec les jeux qu'on a là, parce qu'après, on ne s'y retrouve pas, à 120 d'un coup, ben, ok, vous contribuez, vous participez, vous donnez votre position, mais comment on échange derrière, qu'est-ce que ça apporte concrètement, on n'a pas encore bien trouvé la solution. Voilà. C'est bon pour vous? Alors merci.